Moi, je me propose de vous passer des extraits commentés de morceaux choisis qui vont être répartis en 4 axes. Tout d'abord, je vais parler des morceaux avec son groupe, The Mothers of Invention, puis je ferai un second axe avec, donc sous son propre nom, et enfin ce qui concerne la musique de chambre et la musique orchestrale. Alors, j'aurais pu inclure la troisième rubrique, c'est-à-dire la rubrique musique orchestrale sous son propre nom, mais pour davantage de clarté et pour montrer toute l'étendue de sa créativité, j'ai considéré que détailler un axe musique orchestrale, musique de chambre, c'était le bienvenu. Et comme quatrième axe que j'ai ajouté exprès aujourd'hui parce qu'on est dans un conservatoire, c'est ce que j'ai appelé rythme et inspiration. Alors j'ajouterai un point technique avec une brève étude sur l'écriture rythmique de Zappa et ses influences, avec des extraits que j'ai enregistrés et que j'ai arrangés et que je comparerai avec ce que je considère être ses influences. Alors vous verrez que les albums ne sont pas toujours présentés par ordre chronologique du fait de leur répartition par thématique et non par année de sortie. Alors le choix des morceaux que je vais présenter, il est purement arbitraire. Étant donné que c'est impossible de tout vous détailler en une heure, enfin en un peu plus d'une heure, j'ai opté pour des pièces qui, je pense, sont caractéristiques et qui vont montrer la variété de son œuvre et les pistes qu'il a empruntées. Chaque morceau, je ne pourrais pas vous le faire entendre en entier, malheureusement, parce que j'en ai prévu une quarantaine. Je vous passerai de ce fait un extrait et en vous donnant quelques détails de l'album dont il est tiré, quelques points analytiques et de conception du morceau. Je vais parfois utiliser des termes techniques, mais je ferai ça avec parcimonie, parce que je sais très bien qu'il n'y a pas que des musiciens ici aujourd'hui. Aussi, je vais vous faire entendre des albums qui sont sortis uniquement de son vivant. Tous les albums posthumes, donc son vivant, je rappelle, c'est de 66 à 93. Tous les albums posthumes sont intéressants, mais sinon on ne s'en sortirait pas, et je pense que l'essentiel de ce que vous aurez ce qui vous donnera une idée de qui est Frank Zappa, ça peut se faire pendant les albums de son vivant. Et je vais commencer avec le premier axe des Mothers of Invention. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Mothers of Invention, c'est un groupe qui est actif entre 1964 et 1975. C'est un groupe de rock expérimental et les membres n'ont cessé de varier au cours de cette décennie. Et la version ultime, entre guillemets, c'est celle qui a évolué entre 1973 et 1975, dont je vous montrerai d'ailleurs un extrait vidéo. Alors le nom du groupe au départ c'était The Mothers, mais ça s'appelle comme ça parce que ça a été créé le jour de la fête des mères. Le problème c'est qu'il y a eu un contentieux avec les autorités américaines. Alors quand je dis les autorités, c'est religieuses, morales, la police, l'administration. Ils ont considéré que c'était entre guillemets blasphématoire, donc ils ont appelé ça Mothers of Invention pour que ça passe, et puis c'est passé. Et je commence avec le tout premier album qui s'appelle Freak Out et le titre Motherly Love. Alors ça date de 66, donc ça commence à remonter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un disque qui a été enregistré en 5 sessions à Los Angeles, au TTG Studio, entre les 9 et 12 mars 1966. Alors, outre les 5 membres, dont Zappa lui-même, il y a guitare, basse, batterie, chant, ce disque comprend un grand nombre de musiciens de studio, au piano, au violoncelle, à la trompette, au cor, au trombone et aux percussions. Il est composé de 15 morceaux. Alors, c'est plutôt rare à l'époque d'avoir un double album. Moi, l'équivalent que j'ai trouvé pour 66, où il y avait un double album comme ça, c'était Blonde on Blonde de Bob Dylan. C'est tout. Et là, Motherly Love, ce que je vais vous faire entendre, c'est tiré de la première session d'enregistrement, donc du 9 mars. Et la particularité, c'est que vous allez entendre Zappa qui chante et qui joue du kazoo. Vous allez entendre cet instrument qui est nasillard. Motherly love, motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do.
Et je continue avec Uncle Meat. Et je vais vous faire entendre le thème principal, Uncle Meat. La majorité de ce disque, elle a été enregistrée à New York, au Apostolic Studio, entre octobre 67 et février 68, ce qui est assez long quand même. Et il est sorti l'année suivante, en avril 69. Et à l'instar de Freak Out, le noyau du groupe, batterie, chant, basse, vent, clavier et guitare, s'est vu renforcé par la présence de musiciens additionnels pour des sessions supplémentaires. Au vibraphone, marimba, timbale, flûte, clarinette, saxophone, basson, clavecin. L'album comprend 28 pistes, on peut le considérer comme un rondeau varié sur 3 thèmes, et à savoir Uncle Meat, Dog Breathe et King Kong. Vous entendrez dans la conférence Uncle Meat maintenant, Dog Breathe un peu plus tard, et j'ai omis King Kong parce que évidemment je ne peux pas tout vous faire entendre. Zappa considérait Uncle Meat comme une de ses compositions préférées et qui sont d'ailleurs caractéristiques de son œuvre, comme des accords suspendus. C'est-à-dire que c'est des accords qui n'ont pas de tierce dedans. Vous avez la tonique, la quarte et la quinte, vous n'avez pas la tierce. Ça, c'est très fréquent chez lui. Et aussi une mélodie qui est principalement diatonique, mais dans laquelle on ne peut pas retirer particulièrement de tonalité. L'ouverture d'Uncle Meat, c'est un des exemples où Zappa, il crée des chants harmoniques en mélangeant librement presque toutes les notes de la gamme. Là, vous entendrez, il y a une pédale de Ré qui peut déterminer une gamme de Ré majeur avec un accord Ré sus4, donc sans Fa dièse. Et d'un point de vue de l'enregistrement, dans tout l'album, Zappa utilise pour modifier le son des instruments avant un dispositif qui était assez ancien, qui s'appelle le Maestro Woodwind System, ou encore un oscillateur de variation de vitesse pour changer la vitesse de la bande magnétique et qui va permettre de ralentir ou d'accélérer certains instruments. Je vous fais écouter ça. Je vais vous faire entendre maintenant Weasels Rip My Flesh et le titre Oh No. C'est un album qui est constitué d'enregistrements qui ont été réalisés entre 67 et 69, soit en concert, soit en studio. D'ailleurs, cette manière de faire, enregistrer en concert, en studio, sans arrêt comme ça, c'est une récurrence dans la discographie de Zappa. Le groupe a la même ossature instrumentale, mais reste moins ambitieuse, par exemple, que ce qu'on a entendu sur Uncle Meat. Et on peut considérer ce disque comme un chef-d'œuvre de montage et d'édition. En effet, il contient des chansons, des compos instrumentales, des improvisations, à la fois en studio et en concert. C'est pareil, Zappa, c'est beaucoup ça. Et d'ailleurs, on peut imaginer la difficulté de rendre homogène un album conçu d'une manière aussi disparate. Il comprend 11 morceaux, dont 7 instrumentaux, et moi j'ai choisi Oh No, qui est un morceau d'ailleurs que j'avais donné au cours de déchiffrage que je donnais quand j'étais à Saint-Nazaire. Une fois, je ne savais pas quoi leur donner aux élèves. En plus, c'était un ensemble. Il y avait piano, cor, guitare, clarinette. Enfin, c'était un ensemble vraiment... Et je m'étais dit, tiens, je vais leur faire écouter, je vais leur donner ça. Et à ma grande surprise, ils avaient bien aimé. Alors, ce qui est intéressant ici, vous allez voir, c'est le fait que les instruments ici jouent en 5/4 et la batterie, elle joue en 5/8. Alors, on m'en voudrait pas, j'espère. Guitar Pro, le logiciel que j'utilise pour faire de la saisie, il voulait pas me changer la signature rythmique ici, je sais pas pourquoi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 5/8 feel, comme ils font, en mettant les accents sur 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 ici. Et donc on a une pseudo-mesure de 5/8 avec au-dessus un 5/4. Et je vais vous faire écouter ça. All your love will
don't believe it. And in your dreams you can see yourself as a prophet saving the world. The words from your lips, I just can't believe you are such a fool. Et je continue avec 200 Motels. Alors, c'est la bande originale d'un film que Zappa a réalisé qui s'appelle 200 Motels, et c'est en référence à la vie d'un groupe en tournée qui s'est donc arrêté en tout dans 200 motels. La bande originale du film, elle a été enregistrée au studio Pinewood à Iverhurst, en Angleterre, du 28 janvier au 5 février 71, avec des réenregistrements en studio en Californie en avril 71. L'enregistrement il comprend l'ossature générale des Mothers of Invention et le Royal Philharmonic Orchestra avec le chœur et les solistes. Alors c'est pas le London Symphony Orchestra dont je parlerai plus tard, dirigé par Elgar Howarth. Les studios Pinewood, il faut savoir qu'en Angleterre, c'est là qu'ils ont tourné Star Wars, Indiana Jones, tous les blockbusters américains. Et on compte même un ensemble de guitares classiques pour 200 Motels, dans lequel il y a entre autres le très célèbre guitariste australien John Williams. Et c'est marrant parce que c'est l'homonyme de John Williams, le compositeur américain, qui compose les musiques de Star Wars et de tout ça. Et le film, il a la particularité d'inclure Ringo Starr, qui est le batteur des Beatles, et qui joue le rôle d'ailleurs de Frank Zappa. Il est grimé en Frank Zappa. Alors pourquoi là il n'apparaît pas, mais moi j'ai une pochette, j'ai un poster chez moi de ça, et Ringo Starr il est juste ici. Et pourquoi là il est enlevé, j'en sais rien, sans doute pour des histoires de droit à l'image. Cette bande originale comprend 34 morceaux, et l'orchestration elle est très ambitieuse puisqu'elle inclut des passages avec l'orchestre, les chanteurs, les chœurs et ainsi que le groupe en même temps. Alors c'est vrai que vu que c'est un oratorio, ça, j'aurais pu l'inclure dans la troisième rubrique, c'est-à-dire la rubrique orchestre et musique de chambre. Mais comme c'est avec les Mothers et que c'est hybride, je me suis dit que c'était aussi cohérent de le laisser dans le premier axe. Je vais vous faire entendre This Town is a Sealed Tuna Sandwich. With some local hot action. Et je continue avec Overnight Sensation et le titre I'm the Slime. C'est un album qui a été enregistré entre mars et juin 73 dans 3 studios différents en Californie. Le Paramount à Hollywood, le Boluxion à Inglewood et le Witness Studio à Glendale. Plus haut, j'évoquais la version ultime de ce groupe, et c'est dans cet album qu'on le voit pour la première fois. Elle inclut entre autres le violoniste français Jean-Luc Ponty, et ce disque contraste avec l'orientation très largement instrumentale de la précédente tournée du groupe. Le concept ici pour Overnight Sensation, c'était de faire des choses plus simples, des morceaux plus courts et orientés, entre guillemets, vocalement, dans le but de pouvoir passer à la radio. Comme il y a toujours une signification avec Zappa, évidemment, I'm the Slime, ça évoque l'influence de la télévision comme, si vous voulez, comme un élément sociologique négatif. Aux mains d'un gros business et d'un gouvernement qui s'en sert pour vous faire acheter n'importe quoi et vous faire voter pour n'importe qui.
En gros, c'est pour vous influencer de telle sorte que vous soyez incapable de penser par vous-même, ce qui n'est pas forcément anachronique avec ce qui se passe aujourd'hui. Et vous entendrez d'ailleurs, mais c'est pas la seule fois où vous entendrez, c'est la chanteuse Tina Turner qui fait les chœurs là, et les Ikettes. Les Ikettes, c'était le groupe du mari de Tina Turner qui s'appelle Ike Turner, dont elle a divorcé puisqu'il la battait. Et en plus, dans la biographie de Zappa, on voit comment dire, elles étaient payées, mais l'argent ne leur revenait pas, c'était lui qui prenait l'argent en fait. Et elles étaient payées une misère pour ça. Enfin, bref, ça c'est un autre débat. Je vais vous faire entendre I'm the Slime et vous entendrez Tina Turner. I am the slime from the video, moving along on the living room floor. I am the slime from the video, can't stop the slime, people look at me go. I am the slime from the video, moving along on the living room floor. I am the slime from the video, can't stop the slime, people look at me go. Alors tout à l'heure, je vous parlais du premier thème de Uncle Meat. Là, je vais vous faire entendre le second thème, qui est Dog Breathe, avec la version ultime des Mothers, qui a été enregistrée au Roxy en 1973. Je suis désolé, je suis obligé de rouvrir la diapositive. La vidéo ne passait pas tout à l'heure. Voilà. Et ici, donc Zappa, il joue la guitare pendant 45 secondes jusqu'à ce qu'il rejoigne les percussions. Et le thème d'Uncle Meat commence à 1 minute 44. Et pour moi, dans cette configuration, ils sont au sommet de leur art. C'est tout simplement incroyable de voir des gens jouer comme ça. Et je continue avec One Size Fits All, qui va clore le premier axe avec Inca Roads. One Size Fits All, pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu et le dernier album de cette période, tant sur le plan de la compo que sur la production, par la complexité et la longueur des morceaux. C'est un album qui a été enregistré entre août 74 et avril 75, et il comprend 7 morceaux studio, enregistrés à la fois à Los Angeles, dans 2 studios, et dans le Colorado, dans un autre. Et il y a 2 morceaux live aussi, dont un enregistré à une émission de télévision en Californie, et un autre lors d'un concert à Helsinki en Finlande. Alors, les musiciens que vous avez vus dans le précédent extrait vidéo sont Napoleon Murphy Brock au sax, George Duke au clavier, Tom Fowler à la basse, Chester Thompson à la batterie, c'était le batteur à droite qui a joué avec Phil Collins, avec Genesis, Ruth Underwood au percu, Frank Zappa à la guitare, et l'autre batteur à gauche, c'était Ralph Humphrey. Inca Roads, c'est un de mes morceaux préférés, et la particularité de ce morceau, c'est que c'est un canevas. Elle a été enregistrée le 27 août 1974 à la télévision au Cassette Studio à Los Angeles, et à Helsinki les 22 et 23 septembre 1974 avec des réenregistrements de chant, de guitare, de clavier. Le morceau, c'est un assemblage de diverses prises avec un total de 6 parties, et chaque partie, elle va de 4 secondes pour certaines à 90 secondes pour d'autres.
Et d'ailleurs, je prendrai un extrait de ce morceau pour vous parler du rythme à la fin. Ce qui est fou aussi, c'est que le montage est tellement bien fait, hein, avec toutes ces parties disparates enregistrées à droite et à gauche, on n'entend pas du tout la différence. Et on est, je rappelle, en 1975 seulement quand même. Et voilà qui clôt le premier axe. Et là maintenant, je vais parler des albums sous son nom. Et je vais vous faire entendre Peaches and Regalia, qui est un de ses tubes. C'est le second album solo de Zappa, après Lumpy Gravy, dont je parlerai dans la troisième partie. La composition du groupe, évidemment, elle est largement empruntée aux Mothers of Invention, et ça a été enregistré entre juillet et septembre 69 au studio TTG à Hollywood. C'est un studio qu'il prenait souvent. Et aussi dans d'autres studios. Alors malheureusement, ce disque, ça a été un échec aux États-Unis, mais il a été dans le top 10 du hit parade en Angleterre et aux Pays-Bas. Et la particularité de ce disque, c'est encore une fois la quantité impressionnante d'overdub au clavier et au vent. Les overdubs, c'est des réenregistrements. C'est le multipiste qui permet ça. Et ça a été enregistré par un des musiciens les plus fidèles de Frank Zappa, qui s'appelle Ian Underwood. D'ailleurs, Ian Underwood, pour l'anecdote, musicien absolument génial. Et après avoir joué avec Zappa, je pensais moi qu'il aurait eu une carrière solo comme beaucoup de musiciens qui ont joué avec Zappa. Mais en fait non, il a fini, enfin il est toujours vivant, mais il a fini sa carrière en composant des génériques d'émissions ou de musique ou de séries télé. Alors, c'est pas infamant, je dis pas ça, mais après avoir joué une musique pareille et puis finir comme ça, mais ça c'est sans doute aussi un choix qu'il a voulu bien faire. Hein. Pour en revenir à Hot Rats, c'est un album révolutionnaire parce qu'il a été enregistré sur une console 16 pistes à l'époque, qui était un prototype. Donc 16 pistes, là on est en 1969, donc c'était une éternité. Et cette console 16 pistes était donc un prototype. Alors, pour vous donner une idée de l'état de la musique enregistrée jusqu'à la fin des années 70, et donc de ce que Zappa a pu en faire, on va revenir à 1956, où c'est simplement la stéréophonie qui a fait son apparition, et les magnétophones, ils enregistrent désormais sur 2 canaux, et les studios, ils écoutent sur 2 enceintes. Donc ça, c'est 1956. En 1960, les magnétophones multipistes font leur apparition. On a 3 et 4 pistes qui permettent de séparer les phases d'enregistrement, et les studios, ils écoutent sur 3 ou 4 enceintes. Et il y a une nouvelle phase de travail qui apparaît, c'est le mixage. Le master destiné à la fabrication des disques vinyles, il est obtenu en mélangeant les diverses pistes originales. Ces pistes originales, elles peuvent être enregistrées par section et pas obligatoirement dans la durée continue de la chanson. Et de ce fait, on sert un peu moins des ciseaux pour éditer, c'est-à-dire pour couper les bandes, mais plutôt du bouton Record qui va maintenant permettre de dropper. Alors, dropper, c'est le langage des ingé-sons. J'aime pas trop les anglicismes, mais dropper, c'est dire déposer un mot, une phrase ou quelques mesures dans une piste déjà enregistrée pour remplacer ce qui ne va pas. En 1968, donc un an avant cet album, le premier magnétophone 8 pistes attire les studios de musique, et finalement, alors, l'impossible devient possible avec une qualité maximale. Les studios écoutent à nouveau sur 2 enceintes à travers un nouveau maillon du système qui est le mixeur de monitoring et qui sert à mélanger 8 canaux sur 2. En 1973, le premier magnétophone 24 pistes arrive sur le marché et entre 60 et 74, les studios d'enregistrement ils sont passés de 2 à 24 pistes. Avec tout ce que ça implique en matière d'évolution dans la façon de capter, de créer et de produire la musique.
Et en 1976, les grosses productions commencent à travailler en 48 pistes à l'aide de 2 magnétophones, 24 pistes qui sont synchronisées par un timecode. Un timecode, c'est une horloge de synchronisation, tout simplement. Donc là, en 69, on est aux 16 pistes avant-gardistes. Vous imaginez le côté pionnier quand même de ça. Et pour en revenir à Hot Rats, en termes d'écriture, les rythmiques basiques, si vous voulez, elles ont été faites par un ensemble de 4 pièces. Et tout le reste a été enregistré par-dessus et composé directement au studio. Et c'est cet enregistreur 16 pistes qui l'a permis. D'ailleurs, de toute façon, Hot Rats, c'est un album qui est si intéressant dans sa conception que je pourrais presque y consacrer une conférence entière. Et par exemple, pour vous donner une idée, Peaches and Regalia, c'est 10 heures d'enregistrement pour les parties rythmiques et à peu près une centaine pour les réenregistrements des autres couches. Ce qui, pour un seul morceau, est considérable. Et donc ça a été permis grâce à l'emploi du magnétophone 16 pistes. Je vous fais écouter un extrait de Peaches and Regalia. Bon, c'est toujours un peu frustrant de couper comme ça en cours, mais bon, sinon la conférence, elle dure tout le week-end. Oui. Je continue avec Apostrophe et Cosmic Debris. Alors, Apostrophe, il a été enregistré dans une période assez large, à savoir entre 69 et 74. Et la quantité de musiciens y participant, outre le socle des Mothers of Invention, est impressionnante, dont encore une fois Tina Turner. Le thème général de Apostrophe, c'est la contradiction. En anglais, vous avez les fameux doesn't, can't, won't, don't, hasn't, isn't, etc. Et Cosmic Debris a été enregistré pendant les sessions de l'album Overnight Sensation en 1973. Et dans le chœur, il y a encore une fois Tina Turner. Cosmic Debris, si vous voulez, pour schématiser, c'est un blues complexifié dans lequel, et particulièrement en concert, chaque membre du groupe joue un solo. Je vais écouter Cosmic Debris. Now who you jiving with that cosmic debris? The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. Frustration. Et je continue avec Zoot-Allure. Avec le morceau Zoot-Allure et donc l'album éponyme. Alors, il faut savoir que Zoot-Allure, c'est un jeu de mots avec du français Zut alors. C'est vrai, hein? Alors, c'est un disque qui a premièrement été enregistré de mai à juin 1976 à Los Angeles et un des morceaux a été enregistré en concert lors de la tournée de l'hiver 1976 par la dernière incarnation du groupe composant les Mothers of Invention dans sa version ultime. 6 des 9 pièces comportent du chant et 3 autres sont instrumentales. Et sur toutes les chansons comportant du chant, Zappa a joué les pistes instrumentales basiques lui-même, c'est-à-dire la guitare, la basse, les claviers. Et il a programmé une boîte à rythme à l'époque qui s'appelait Rhythm Ace Drum Machine. Et le batteur, Terry Bozzio, qui est ici, tout jeune à l'époque, a ensuite joué la batterie par-dessus et au mix final, la boîte à rythme a été retirée. Zoot-Allure, c'est une pièce instrumentale qui est la seule sur l'album faisant référence à un vrai groupe, puisqu'il joue uniquement de la guitare et non pas les autres instruments. Je vais parler de la progression d'accords, vous allez voir, je vais développer un peu ça, et c'est une progression d'accords qui est très intéressante. D'ailleurs,
à la demande de la famille de Zappa, comme Zoot Allure, c'est une des 3 signatures des riffs caractéristiques à la guitare à la Zappa, ils ont demandé à ce que cette pièce-là ne soit plus jouée par personne, hormis évidemment par Dweezil Zappa quand il joue Zappa Plays Zappa. Mais moi, je l'ai quand même fait. Pour discuter très brièvement harmonie dans cette pièce, on peut considérer que c'est l'exemple d'un morceau où la progression des accords, si vous voulez, elle est au premier plan plutôt que la mélodie. Par exemple, l'accord qui est la 2e mesure, que je vais vous faire écouter. Celui-ci, je vais vous le remettre. Et après, je vous le fais écouter en entier. Promis, je coupe plus. Celui-ci. Je vais entendre une dernière fois, après je développe. Celui-là, donc. Alors cet accord-là, on peut l'appeler l'accord So What. Pourquoi So What? Parce que le voicing, c'est-à-dire l'agencement des notes, on l'entend de la même façon dans l'album de Miles Davis, Kind of Blue. Kind of Blue, c'est un album qui date de 1959, album de jazz, et qui d'ailleurs a un statut spécial dans les cercles du jazz. Si vous l'avez jamais écouté, Kind of Blue, je vous invite vraiment à le faire. C'est pour moi un chef-d'œuvre. C'est presque même du jazz progressif. Pourtant, je suis pas un grand fan de jazz, je dois vous l'avouer, mais ce disque-là est incroyable dans les compositions, dans la façon qu'ils ont de jouer évidemment, et aussi dans la qualité de l'enregistrement. Pour en revenir à l'accord, So What, c'est un accord à 5 sons qui est construit sur 3 cartes superposées, suivies d'une tierce majeure à l'aigu. Je vais vous le faire entendre tout de suite. C'est celui-ci qui est intéressant. Celui-là, donc. Carte, 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 tierce. Et on peut considérer, c'est même pas qu'on peut considérer, que c'est un accord de guitare. C'est-à-dire que si vous regardez bien, pour ceux qui sont guitaristes, ces intervalles représentent les cordes à vide de la corde 6 à la corde 2, Mi, La, Ré, Sol, Si. Je vais vous le montrer tout de suite pour dire que je ne raconte pas de bêtises. Ça, c'est l'accord de la guitare. À l'octave en dessous, mais le voicing, c'est bien quarte, 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 tierce. Dans Zoot Allure, on a le même agencement, mais un demi-ton en dessous. Donc à la base, on a un Ré dièse, et c'est construit de cette façon, c'est-à-dire Ré dièse, Sol dièse, Do dièse, Fa dièse, La dièse. Et vous allez voir que, comme avec Zappa, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Je vais vous faire entendre 3 versions. Vous avez déjà entendu la version de 76, où il ne joue pas le La dièse aigu, mais bien le Ré dièse à la basse. Ce qui fait quand même un empilement de cartes. Vous allez voir tout de suite. J'ai pris aussi une version de 1984 où il joue Zoot Allure dans son album live Does Humor Belong in Music, où là il va jouer les 5 sons. Bien la dièse à l'aigu. Et moi, quand j'ai fait l'arrangement que je vais vous faire entendre, je n'ai pas joué le Ré dièse
à la basse, puisque la basse que j'ai programmée va le faire. J'ai joué ça, donc on est quand même fidèle, pas trop massacrer l'œuvre originale, on est quand même fidèle parce qu'on a un empilement de cartes, puis une tierce à l'aigu. Et ce que j'aimais bien dans le voicing, c'est le fait d'avoir à la basse et à l'aigu une neuvième majeure. Ça sonne super bien. Je vais vous faire écouter les trois pour la comparaison. Et maintenant, je vais vous faire écouter mon arrangement. Alors, j'ai bien évidemment fait en sorte de rester le plus proche possible de l'instrumentation du disque de 76. La guitare, c'est moi qui la joue, évidemment. Le reste, je l'ai programmé, donc vous avez un orgue, une basse et une batterie. Désolé, je coupe pour avancer un peu. Et je passe à Zappa à New York. Et avec le Black Page partie 2, c'est un album live qui a été enregistré dans la salle de concert Le Palladium du 26 au 29 décembre 1976, salle qui n'existe plus parce qu'elle a pris feu. Et il s'agira du groupe qui a tourné de novembre 1976 à mars 1977, avec entre autres Terry Bozzio à la batterie et les célèbres frères Brecker au saxophone et à la trompette. La pièce que je vais vous faire entendre, c'est une des plus célèbres, mais c'est aussi une des plus difficiles que Zappa ait écrite. Les instruments y jouent à l'unisson, une mélodie d'une grande complexité rythmique. Et le pire, c'est que le Black Page partie 2, c'est en réalité une version simplifiée du Black Page partie 1, qui est une pièce écrite pour batterie seule et qui a été créée par Terry Bozzio que je viens de citer. Zappa a réarrangé ceci pour son groupe en écrivant une mélodie sur la majorité des cellules rythmiques de la partie initiale, sur la base de ces accords suspendus, en utilisant principalement le mode lydien, qui est aussi une récurrence chez Zappa. Et d'ailleurs, le Black Page partie 2, je vais vous en parler à la fin de la conférence, lorsque je parlerai du rythme.
Comme dans le dialogue des Carmélites, quand les sœurs chantent le Salve Regina, qu'il y a la guillotine qui tombe, ça fait Salve Regina, comme ça. Et je continue avec Shake Your Booty. Et le titre Bobby Brown. Alors, Shake Your Booty, pour ceux qui savent un peu l'anglais, c'est un jeu de mots avec Shake Your Booty. Je vous laisserai traduire. Et c'est le premier album paru sous son propre label qui s'appelle Zappa Records. Et c'est d'ailleurs l'album qui a eu le plus de succès. La majorité des pièces sur cet album ont été enregistrées en live, encore une fois, à l'automne 77, et pendant la tournée d'hiver 78, avec un grand nombre de réenregistrements en studio. Zappa, là, il explique la technique d'enregistrement. Il dit « Nous prenons une piste live et nous obtenons l'énergie d'une performance rock dans laquelle l'enthousiasme du public est là. C'est possible, si vous placez correctement les micros, de laisser penser que la piste n'a jamais été prise en live justement car vous n'entendez pas le public. Et si vous faites attention pendant l'enregistrement, vous obtiendrez une piste qui aura davantage de force et de spontanéité que si elle était réalisée en studio. Donc vous amenez ça ensuite au studio et vous ajoutez vos parties de chant avec la qualité du studio, les adoucisseurs ou les effets électroniques, et vous faites un album hybride dans lequel vous avez la force du live, mais avec un meilleur son. » Facile comme ça. Bobby Brown a été enregistré à Londres le 27 janvier 78 et il dit « L'histoire de Bobby Brown me rappelle l'époque où j'ai été interviewé par deux types qui étaient sous l'influence de leurs fiancés qui étaient des féministes. Et apparemment, parce qu'en fait, pour la parenthèse, Zappa était targué d'être misogyne, ce qui n'était pas du tout le cas, mais... Et il dit, apparemment, les filles avaient tellement influencé ces gars que toute l'idée de l'interview était de venir et de me piéger. Et ils sont venus avec cette réelle attitude et ont amené les filles avec eux et essayé de le montrer devant elles. Ils n'ont pas réussi à me piéger et ça m'a montré qu'il y a ce genre de mec qui se laisserait modifier justement l'esprit par des féministes. Et cette chanson parle justement de ce genre de type qui tombe pour ce genre de stupidité. Je cite. Pas moi qui dis ça, c'est lui. Je fais écouter un extrait de Bobby Brown. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. Allez, j'avance un peu. Les pochettes, c'est toujours aussi... toujours... Je vais vous parler de Joe's Garage. C'est un album qui a été enregistré à Los Angeles d'avril à juin 79 et c'est un opéra rock. Joe's Garage, en 3 actes. Alors le fond de cet album, c'est une critique virulente de plusieurs sujets. Par exemple, les pays qui interdisent la musique. C'est figuré par un personnage qui revient tout le temps, c'est le robot qui s'appelle Central Scrutinizer. Et pour ceux qui connaissent un peu George Orwell, c'est très proche de la dictature qui est décrite dans son ouvrage 1984. Il y a un des personnages dans Joe's Garage qui s'appelle L. Ron Hoover, qui est directeur de l'église, entre guillemets, Appliantology. En fait, c'est une caricature de Ron Hubbard, qui est le fondateur de l'église de Scientologie. Et c'est aussi un jeu de mots parce que Hoover, en fait, c'est une marque d'aspirateur. Et dans cet album aussi, il y a une critique des pseudo-artistes, de la course à la célébrité dans le monde artistique. Mais là, ici, encore une fois, la plus grosse critique dans Joe's Garage, c'est le American Way of Life et les mœurs à cette époque. Je vais vous faire écouter un extrait de Keep It Greasy. Keep it greasy, so it'll go down easy. Keep it greasy, so it'll go down easy. Keep it greasy, so it'll go down easy. Roll it over and grease it down and drive you through the whole town. Girl don't need no fancy grease. Get herself
some rump release. Any kind of lube will do. Maybe from another part of you. From the north, from the south. Take a little slobber from the side of your mouth. Roll it over, grease it down with. Here come that crazy screaming sound. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Roll it over and grease it down. 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 Grease it. Et je continue avec Ship Arriving Too Late to Save Drowning Witch. En français, on pourrait le traduire difficilement par un vaisseau qui arrive trop tard pour sauver une sorcière qui se noie. Et je vais vous faire entendre le titre Valley Girl. Alors, la particularité de ce disque, enfin de ce morceau, c'est qu'il est enregistré avec sa fille qui s'appelle Moon Unit Zappa. Et l'histoire, elle est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, sa fille, à l'époque, elle avait 14 ans, elle lui reprochait à son père parce que comme il avait le studio au sous-sol de la maison, elle reprochait à son père de jamais passer assez de temps avec eux, mais forcément, puisqu'il passait sa vie soit en tournée, soit à enregistrer, ou à composer. Et elle lui avait laissé un mot en dessous de la porte, en lui disant « J'aimerais bien faire quelque chose avec toi. » Et en gros, « J'aimerais bien faire de la musique avec toi. » Donc Zappa, il était quand même assez taciturne, mais il a finalement accepté. Et c'est là qu'ils ont fait Valley Girl. Et Valley Girl, il a eu, je crois, un Grammy Award avec. Je vais vous faire entendre Valley Girl. Alors, elle chante pas directement, elle parle, c'est une espèce de monologue parlé. Et ça parle finalement des filles de la classe américaine aisée en Californie dans les années 70, dans les années 80. C'est ça, Valley Girl. Valley girl, she's a valley girl. Valley girl, she's a valley girl. Okay, fine, for sure. She's a valley girl in a clothing store. Okay, fine, for sure. She's a Like, oh my god! valley girl. Like, totally! Valley girl. And Tino's like so bitchin'. Valley girl. There's like the Galleria. Valley girl. And like all these like really great shoe stores. I like love going into like clothing stores and stuff. I like buy the neatest mini skirts and stuff. Et je vais vous faire entendre Jazz from Hell et le titre G-Spot Tornado. La majorité de cet album a été réalisé au synclavier. Le synclavier, c'est pour vous schématiser, c'est le premier synthétiseur numérique. Le synclavier, c'est un dispositif qui a été inventé en 1975 par une société du New Hampshire. Et aujourd'hui, on utilise le protocole MIDI, évidemment. Et pour vous donner un ordre d'idée, les synclaviers, ils ont été déclinés en 6 versions. Et à l'époque, donc avec le dollar de l'époque, ça variait entre 29 000 et 200 000 dollars. C'est cher. Alors, si on regarde les faibles capacités de mémoire et puissance de traitement et de l'époque et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec simplement un ordinateur portable, on peut mesurer quand même le chemin parcouru. Néanmoins, Zappa, il était très enthousiasmé par cet équipement et il dit « Dès lors que vous mettez les mains sur un tel équipement, sur lequel vous pouvez modifier les instruments connus, de telle sorte qu'ils ne pourront jamais être réalisés par des êtres humains comme ajouter des notes en haut et en bas de l'échelle, ou permettre à un piano de faire des vibratos ou des modifications de hauteur, même des petites choses comme ça forceront à repenser l'univers musical existant. » Ça, aujourd'hui, c'est monnaie courante avec l'informatique. Alors, G-Spot Tornado, c'est une mélodie qui est quelquefois jouée avec un son qui va combiner la voix d'Ahmed Zappa. Ahmed Zappa, c'est le plus jeune fils de Frank Zappa. Et celle du sénateur Ernest Hollings.
Alors, le sénateur Ernest Hollings, c'était un sénateur démocrate qui était membre du PMRC. Le PMRC, ça veut dire le Parents Musical Resource Center. C'est grâce à eux, j'en sais rien, que vous avez maintenant sur les albums de rock, mais maintenant surtout les albums, la mention Parental Advisory Explicit Lyrics. En fait, il y a eu, dans les années 80, un procès où Zappa, c'est disponible sur Internet, où il était en procès avec ces gens-là parce qu'ils considéraient qu'il y avait une corrélation entre le fait que les adolescents américains soient violents et les paroles qu'ils lisaient dans les albums de rock. Donc, la femme de l'ancien vice-président des États-Unis, Tipper Gore, donc l'ex-femme d'Al Gore, était la présidente du PMRC, et c'est elle qui a voulu que cette étiquette sur les albums soit apposée, et Zappa, il trouvait que c'était inadmissible parce qu'il considérait que c'était un frein à la liberté d'expression. Et il disait qu'il n'y avait aucune preuve que le fait que les ados lisent les paroles et qu'ils soient violents par rapport à ça. Donc, la voix du sénateur Ernst Hollings, c'est pour se fiche de lui, en fait. Et Zappa, il écrit « Ça ressemble au boléro de Ravel dans le sens où vous avez une mélodie reconnaissable et qui évolue à travers beaucoup de changements d'orchestration, segment par segment, et au milieu, il y a un solo improvisé. Vous allez voir, la pièce, elle est très largement basée sur la gamme de si mineur pentatonique. J'ai transcrit un peu le début, que vous voyez. Désolé. Ce qui me permet de passer maintenant à l'axe 3 et à l'axe musique pour orchestre, musique de chambre. Et je vais vous faire entendre Lumpy Gravy. La musique instrumentale sur cet album a été enregistrée en 4 sessions au studio Capitol à Hollywood entre février et mars 67. Alors si vous regardez sur Internet, les studios Capitol, ils ont la particularité d'être une immense tour circulaire comme ça, avec des espèces de strates comme il y aurait sur un nid de frelons, vous savez, avec comme ça. Et c'est écrit en gros Capitol comme ça, et c'est un des bâtiments emblématiques de Los Angeles. Le titre exact de l'album, c'est Frank Vincent Zappa, alors désolé, c'est difficile à prononcer, Abnusil Emuka Electric Symphony Orchestra. Alors évidemment, c'était pas un orchestre existant, hein, mais c'est le nom que Zappa a donné aux musiciens de session qui ont joué sur ce disque et qui sont très nombreux, parce qu'il y en a une quarantaine, et qui jouent tous d'ailleurs plusieurs instruments. L'histoire de Lumpy Gravy, ça remonte à 1966, donc c'est au tout début de la carrière de Zappa. C'est qu'il y a un producteur qui s'appelait Nick Vennett au studio Capitol. Il a proposé à Zappa un album pour orchestre. Lumpy Gravy, forcément, il y a eu un nombre incroyable de rebondissements et d'histoires. C'est pareil, je pourrais consacrer une conférence à ça. Quoi qu'il en soit, la pièce, elle fait 15 minutes, elle comporte 12 sections, et moi je vais vous faire entendre celle où l'orchestre figure presque une musique de film. Et ça ressemble un peu à la musique de film de... Alors, le titre exact, c'est un truc de Schoenberg, mais le titre exact, je ne sais plus comment ça s'appelle, musique pour une partie filmée. Et je pense d'ailleurs que Zappa a pu avoir l'idée de s'inspirer de Schoenberg.
coupure, cette fois-ci, elle est un peu moins abrupte. Et je continue avec Orchestral Favorites et le morceau Strictly Gentle. C'est un disque qui a été enregistré en septembre 1975 au Rolls Hall de l'Université de Californie à Los Angeles, et c'est une nouvelle version de l'orchestre qu'il y avait dans l'Humpy Gravy. Orchestral Favorites comprend 5 morceaux qui sont tous instrumentaux, et l'instrumentation elle est très dense. Il y a 3 flûtes dont un piccolo, 3 hautbois dont un cor anglais, 3 clarinettes dont une en mi bémol et une clarinette basse. Vous avez une contrebasse, 4 corps, 3 trompettes en si bémol, 3 trombones dont un basse, un tuba, une harpe amplifiée, 4 percus, un quatuor à cordes amplifié, 3 claviéristes, piano, clavinette, mini-moog, célesta, synthé, etc. Une basse électrique et une batterie. Je dirais que c'est presque ce qui ressemble le plus à Varese. Si vous avez déjà écouté Ionisation, au niveau de l'instrumentation, c'est très très proche de ce qu'a fait la Zappa. Je continue avec son album London Symphony Orchestra, volume 1 et volume 2. Ça a été enregistré au Twickenham Film Studio à Londres entre les 12 et 14 janvier 83. Et le chef d'orchestre américain qui a dirigé ça, c'est Kent Nagano. Et donc il dirige le LSO. Et Zappa a emmené des États-Unis 3 musiciens, un percussionniste, un clarinettiste et un batteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Zappa, il a financé intégralement cet album, c'est-à-dire qu'il a payé le LSO, il a payé les ingénieurs du son, il a tout fait. En fait, donc c'est dire quand même qu'il avait des moyens financiers qui étaient assez conséquents, parce que pour pouvoir se payer le LSO, il faut quand même, il faut avoir quelque chose derrière. Alors, ce qui s'entend pas sur cet album, c'est le nombre faramineux d'erreurs de l'orchestre qui ont nécessité pas moins de 1000 edits. Alors, les edits, c'est des recollages, des coupures et des copies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'informatique musicale, elle n'était pas si avancée qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Pro Tools, il n'y avait pas Cubase. Et voilà ce que Zappa a écrit. Il dit « La machine que j'ai utilisée pour ce faire, il n'en existe que 8 exemplaires. C'est un enregistreur digital Sony 3324, 24 pistes. Et nous étions des pionniers, encore une fois, dans son utilisation. Et l'ingénieur du son qui s'est occupé d'enregistrer ceci a dit « Je pense que nous avons au moins 1000 edits. Nous les comptions jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à 900, pour finalement décider que continuer à les compter, c'était ridicule, donc on a arrêté. » Et justement, la pièce qui en comporte le plus, c'est Strictly Gentle, que vous avez entendu dans l'autre album avant. J'ai fait exprès de vous mettre les deux pour comparer. Zappa aussi, dans la conception et dans l'enregistrement des sessions avec le LSO, il a été embêté parce que les syndicats étaient très protecteurs, on va dire, comme ça, des musiciens. C'est-à-dire qu'en fait, ils obligeaient, c'était obligatoire qu'il y ait une pause genre d'un quart d'heure entre chaque session de 2 heures d'enregistrement. Donc, au bout d'un moment, les mecs, ils devaient se lever, partir, boire un coup, j'en sais rien, se poser, puis recommencer. Alors, pourquoi pas, mais ça, c'est ce qu'il dit dans sa biographie. Il dit, mais à un moment donné, quand on enregistre un truc aussi compliqué, qu'on est obligé de s'arrêter, la tension, c'est jamais la même quand on se remet, quoi, après la pause. C'est pour ça que ça a nécessité aussi autant de recollage et de coupure, pas simplement par la difficulté de la musique, parce que bon, c'est quand même le LSO, ils ont l'habitude d'enregistrer, mais en tout cas, voilà, ça a été une des difficultés de l'enregistrement. Et je vous fais écouter Strictly Gentle en version LSO.
justement, ça tombe bien, puisqu'on est sur le... On entend beaucoup parler de Boulez en ce moment, vu que c'est le centenaire de sa naissance. Et avec Boulez conduit Zappa. Il a joué avec du beau monde, Zappa, quand même. Hein. Et c'est son album The Perfect Stranger. Alors, ces 3 pièces sur cet album ont été jouées par l'ensemble intercontemporain, dirigé par Boulez. Et les 4 autres, parce qu'il y en a 7 en tout, par le, entre guillemets, Barking Pumpkin Digital Gratification Consort, autrement dit, le 5 clavier, qui est programmé par David Hocker, le 5 clavier que je vous ai fait entendre tout à l'heure dans Jazz from Hell. Les pièces pour orchestre, elles ont été enregistrées à l'IRCAM les 10 et 11 janvier 1984, et elles avaient été jouées la veille en concert au théâtre de la ville, place du Châtelet, dans un programme de musique américaine qui comprenait des pièces d'Elliott Carter, Charles Ives et Carl Ruggles. Faut remonter à 1979 quand Zappa a envoyé les partitions à Boulez en précisant que peu de gens seraient capables de les jouer correctement, sous-entendu que lui pourrait peut-être le faire. Et Boulez, il a répondu à Zappa en lui disant qu'il n'avait pas d'orchestre symphonique à sa disposition, mais il a demandé à Zappa une composition qui correspondrait à l'instrumentation de l'ensemble intercontemporain. Et la configuration a tellement plu à Zappa qu'il en a écrit plusieurs. Et d'ailleurs, l'ensemble intercontemporain, c'est un ensemble un peu plus grand que l'ensemble moderne, qui est allemand, que je vous ferai entendre à la fin. Voici un extrait de The Perfect Stranger. Et je continue avec un album qui s'appelle Francesco Zappa. Alors, c'est un album qui est sorti en novembre 84. Alors, Zappa, c'était en moyenne 3 albums par an qui sortaient quand même. Il faut voir la fréquence à laquelle il sortait ses disques, c'était impressionnant. Et c'est entièrement joué au 5 clavier. Tous les sons sont synthétisés et non pas samplés, et ils ont été programmés par David Hocker. Alors, je rappelle, chronologiquement, celui-ci, Francesco Zappa, il est 2 ans avant Jazz from Hell que je vous ai fait entendre tout à l'heure. Mais encore une fois, comme par thématique, j'ai regroupé ça comme ça. C'est pour ça que vous le voyez après, dans la conférence. Alors, c'est surtout le premier album de Frank Zappa qui comprend aucune composition de Frank Zappa. Tous les morceaux ont été écrits par un compositeur italien du XVIIIe siècle, compositeur et violoncelliste, qui s'appelle Francesco Zappa. Elles ont été écrites comme des sonates en trio pour 2 violons et basse continue. Chaque sonate comporte 2 mouvements et le second, c'est le plus rapide que le premier, pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'album est sorti en 84, les dates de naissance et de mort de Francesco Zappa, elles étaient inconnues. Alors, il était dit qu'il avait été musicalement actif entre 1763 et 1788, ce qui est une coïncidence d'ailleurs, parce que 200 ans avant la dernière tournée de concert de Zappa, en 1988, puisqu'après il est tombé malade. Et des recherches récentes dans le New Grove of Musicians ont révélé qu'il était probablement né à Milan en 1717 et mort à La Hague le 17 janvier 1803. Francesco Zappa, il est connu pour avoir fait des concerts en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, et spécialement aux Pays-Bas, principalement à La Hague, où il jouait avec l'orchestre de la cour de William V, prince d'Orange. Un certain Léopold Mozart, dans une lettre à son fils, parle de Francesco Zappa, pas forcément en très bons termes, et il dit à Wolfgang, il lui dit « La Suisse et les Pays-Bas sont des endroits qui ont un peu moins de lumière et qui sont propices à des compositeurs de second rang, et c'est tout à fait pour des gribouilleurs comme un Zappa, un Ricci et un Schwindel ou un autre du même acabit. » Ce qui n'est pas très charitable, bien sûr.
Je vous fais entendre un extrait de Francesco Zappa. J'ai coupé à la cadence, ça va. Ouf. Je vais vous faire entendre maintenant un arrangement génial du boléro de Ravel dans un album live, The Best Band You Never Heard in Your Life. Alors oui, il n'y a rien en fait, non, parce que normalement on voit le groupe en concert, sauf qu'il y a eu un contentieux. Dans les premières versions de l'album, il y avait la photo, mais comme Zappa n'avait pas les droits de la photo, donc ils ont publié comme ça. Enfin, c'est horrible hein, comme ça, mais bref, c'est... Et ça a été enregistré pendant la tournée de 88, qui est, comme je vous le disais, la dernière, parce que il est tombé malade. Ça, c'est une version enregistrée à Barcelone, qui passait à la télévision publique espagnole. Et Zappa, il dit: j'ai toujours aimé le boléro, je pense que c'est une des plus belles mélodies jamais écrites. Et la plupart des gens dans le public l'ont entendu d'une manière ou d'une autre, à travers les années. Si vous allez diriger une expérimentation dans la technique d'arrangement, vous allez faire comme moi une version reggae du boléro, et il dit c'est sympa d'arranger un air que les gens connaissent déjà. Vous allez voir, la version est un peu moins longue que celle de Ravel, mais elle est hyper bien développée, c'est là que vous avez parfaitement compris le sens de l'œuvre. Je vais vous la laisser en entier, et vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Voici le boléro de Ravel par...
Et pour conclure cette troisième partie, je vais vous faire entendre G-Spot Tornado, qu'on a entendu tout à l'heure en version 5 claviers, mais avec ce fameux ensemble moderne, qui est une version allemande de l'ensemble intercontemporain, si vous voulez. Et ça a été enregistré dans une série de 8 concerts en septembre 92, à Francfort, à Berlin et à Vienne en Autriche. Peter Rundle dirigeait l'ensemble moderne et Zappa a assisté au concert de Francfort les 17 et 19 septembre 92 et il a dirigé l'ouverture de 3 autres morceaux. Alors malheureusement, là, 92, c'est un an avant sa mort et sa santé, comme elle était en dents de scie, l'empêchait d'assister aux autres concerts. Et il a dit, par contre, « Je n'ai jamais eu une exécution aussi précise de ma musique. Le dévouement du groupe à la jouer de la manière la plus juste est quelque chose à vous couper le souffle. » Les morceaux qui composent l'album sont des arrangements de ces morceaux les plus célèbres. Alors, c'est pas lui qui les a fait, ces arrangements. Il n'a pas pu les faire parce qu'il était malade pendant toute cette période. Et moi, je vais vous faire entendre un extrait de G-Spot Tornado qui vient de Jazz from Hell. Et alors, ils avaient fait venir des danseurs acrobatiques. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est un extrait que je vais vous faire entendre. Et pour conclure la conférence, je vais vous parler d'un aspect, développer un peu, que j'ai appelé rythme et inspiration. Et je vais vous parler d'une opposition de procédés d'écriture rythmique. Le premier extrait, ce sera le premier procédé. Je vais l'illustrer par un extrait d'Enka Rhodes, que je vous ai fait entendre tout à l'heure. Et cet extrait, il comporte que des éléments rythmiques simples, vous verrez, c'est principalement des doubles croches. Par contre, le tout sur une succession de mesures irrégulières. Du 7-8, du 5-8, du 5-16, pardon, du 7-16 et du 11-16. Et donc par opposition, le second procédé, extrait du Black Page partie 2, que je vous ai fait aussi entendre, comporte lui des éléments rythmiques complexes, irréguliers, mais par contre sur une signature rythmique en 4-4. En commençant par Inca Rhodes, j'ai sélectionné 2 exemples desquels Zappa a pu s'inspirer pour l'écriture de cette pièce. Premièrement, vous allez entendre la danse sacrale du Sacre du Printemps de Stravinsky. Zappa, c'était un fanatique de Stravinsky. Et cette danse sacrale, c'est le mouvement final de l'œuvre. Alors, c'est une section d'ailleurs qui a gagné la réputation d'être une des pièces pour orchestre les plus difficiles jamais écrites. Ce qui est vrai, je pense. Par contre, à bien regarder, si on va dans le détail, il y a une utilisation générale d'éléments rythmiques simples. C'est une structure mélodique répétitive, encore une fois dans un enchaînement de mesures irrégulières, qui sont un 3-8, un 5-16, un 2-16, un 5-16, etc. Et je vais vous montrer ça tout de suite. La danse sacrale du Sacre du Printemps.
Autre extrait duquel Zappa a pu s'inspirer, c'est encore une fois de Stravinsky, c'est la marche royale de l'histoire du soldat. Vous allez voir les changements de mesure, comme dans le précédent exemple, décalent les temps forts. Je pense que Zappa a su de quoi s'inspirer. Avec du... Donc je vais vous montrer mon arrangement de Linker Rhodes que j'ai voulu être le plus proche possible de la version de 75. J'ai voulu rester aussi le plus proche de l'instrumentation. Alors, flûte, sax soprano et alto, marimba, synthétiseur, piano, basse et batterie. Ça, c'est tout ce que j'ai programmé. Les instruments jouent le thème à l'unisson, et comme je suis guitariste, et vu que j'ai un ego surdimensionné de guitariste, j'ai inclus de la guitare dedans, et c'est moi qui joue la guitare. Vous allez voir, le procédé d'écriture est très inspiré de ce que je viens de vous montrer chez Stravinsky. Et je continue pour clore avec le Black Page, donc opposition d'écriture. Le Black Page partie 2, c'est ce qui est... la première fois que j'avais entendu le Black Page, c'est quand j'étais quand je faisais mon cursus au MAI à Nancy, donc il y a longtemps, au siècle dernier. Et on avait eu ça en rythmique, et le prof de rythmique nous avait dit que c'était l'ultime utilisation le rythme poussé à son paroxysme, puisqu'on avait toute une progression de cellules rythmiques dans l'année, donc on avait conclu par le Black Page. Et ce qui est impressionnant dans le Black Page, partie 2, c'est l'emploi des groupements irréguliers. C'est une pièce qui est, si vous voulez, entrecoupée de figures irrégulières comme des groupements de 5 croches, de 11 croches, de 13 croches, ou par exemple des groupements de 11 doubles croches. Et le but de cette écriture, c'est de créer, une tension rythmique, comme on peut créer une tension harmonique. D'ailleurs, c'est le cas dans le Black Page, puisque principalement, le mode utilisé, c'est le mode lydien, donc c'est le mode de Fa, avec l'intervalle caractéristique, la carte augmentée. Et ici, si on regarde bien, chaque tension rythmique arrive sur une résolution en valeur longue ou en valeur simple. Et il y a une tendance, si vous voulez, par l'alternance de rythmes complexes et de rythmes simples, à donner une sensation d'accélération et de ralenti. Et le fait d'avoir un socle avec une signature rythmique en 4/4 donne un élément de stabilité et de cohésion du début à la fin. Alors, évidemment, les groupements irréguliers de notes, c'est fréquent. Ça, c'est pas Zappa qui l'a inventé, mais il y en a un qui est spécialiste, par exemple, de ça,
c'est Chopin. Par exemple, moi j'ai choisi le prélude 28, numéro 18 en fa mineur, qui s'appelle le Suicide. Et il y a, par exemple, un groupement de 22 croches pour 16 et un groupement de 17 triple croches pour 16. Je vais vous faire entendre une version jouée par Evgeny Kissin. Facile. Autre compositeur qui a pu inspirer Zappa pour une écriture comme ça, c'est Stockhausen, et j'ai choisi, encore une fois, une pièce pour piano, le Klavierstück numéro 11. Vous allez voir, c'est étonnant. Ça, en fait, c'est quand il a sans doute vu son chat sur le clavier, comme ça, marché dessus, il a fait peur, puis il est parti, il a pris ça. Et dernier, encore une fois, de Stravinsky, encore dernier extrait du jeu du rapt, encore une fois, du Sacre du Printemps, où vous avez, par exemple, des groupements de 7 en 6-8. C'est hyper intéressant, je trouve. Et je vais terminer avec le Black Page. Encore une fois, j'ai essayé de rester le plus proche possible de la version du live que je vous ai fait entendre tout à l'heure. À ceci près, encore une fois, que dans la version originale, il n'y a pas de guitare. Et l'instrumentation, c'est synthé, piano, glockenspiel, vibraphone, basse et batterie. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie d'être venus. Et à l'issue de ça, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Et je laisse la parole à Zappa. Merci.